Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes sur la chaîne Twitch de Science et Avenir. C'est déjà la quatrième semaine, ça fait un mois qu'on a lancé cette chaîne et écoutez, on y a pris goût, hein. C'est quand même très sympa de faire ces directs comme ça avec des personnalités de la science et puis d'interagir avec vous, hein, parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions. Alors on prend les questions à la volée et alors, au début on pensait que ça allait être un dialogue entre un journaliste et un scientifique. On se rend compte que c'est pas un trilogue, un quadrilogue, c'est un multilogue parce que vous êtes très nombreux à être intéressés par les sujets scientifiques que l'on traite. Je suis Olivier Lascar, journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, rédacteur en chef du pôle digital du magazine. Sciences et Avenir, c'est le magazine que vous pouvez trouver en kiosque partout, hein, le magazine mensuel. C'est aussi un site web qui traite tous les jours de l'actualité des sciences. On publie une quinzaine de papiers par jour. On a aussi le site de la recherche avec des articles de chercheurs, un site qui est très régulièrement mis à jour aussi. La recherche, c'est un magazine trimestriel qui vient de faire sa transformation, sa métamorphose, qui est devenu un MOOC, un très beau magazine livre qu'on trouve en librairie et aussi dans les kiosques. Ça, c'est le dernier numéro qui est actuellement disponible. Alors, sur cette chaîne Twitch, vous le savez, on est là toutes les semaines. On est là le jeudi à 17h30 pour parler à chaque fois d'un sujet scientifique différent. Ça fait un mois, je le disais, qu'on est sur ce média, mais la nouveauté de cette semaine, c'est qu'on est affilié officiellement à Twitch. Alors, on est super content de ça parce que ça veut dire que vous qui nous regardez, vous avez droit à des options particulières. Vous pouvez avoir droit à la version premium qui permettra de voir les vidéos sans les pubs. Alors bon, j'ai pas encore, je suis désolé, hein, vous qui nous regardez, moi j'ai pas encore bien les mots qu'il faut, hein, sur Twitch. Hein. Je sais qu'on stream là, mais pour la version premium, je crois qu'on parle d'un sub. Hein. Bon, vous me direz si je me plante complètement, mais je crois que c'est ça. Hein. Vous pouvez aussi faire des cheers avec des beats. Je crois qu'on dit ça comme ça aussi, hein, si j'ai bien appris ma leçon, mais vous pourrez me reprendre également. Alors aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, pour ce quatrième stream sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir, nous sommes avec Jacques-Marie Bardanzev. Jacques-Marie Bardanzev, bonjour. Bonjour. Vous êtes volcanologue, vous êtes un volcanologue bien connu des observateurs de la science. On vous voit souvent dans les médias, vous êtes souvent sollicité quand il se passe quelque chose autour des volcans. Vous êtes scientifique, hein, vous avez arpenté les volcans aux quatre coins du globe pour les étudier hein, scientifiquement. Vous êtes professeur des universités, professeur à l'université Paris-Saclay, dans un laboratoire qui est rattaché au CNRS. Et donc, vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur les volcans. Le dernier vient de sortir, hein, je l'ai reçu cette semaine à la rédaction. Ça s'appelle Volcanologie, évidemment. C'est chez Duno. Alors, c'est un ouvrage de longue haleine parce que vous l'avez écrit pour la première fois en 1991. C'est un ouvrage très érudit, hein, ça s'adresse à un public qui est impliqué dans le sujet, mais quand même, hein, il y a de très belles photos, il y a beaucoup de graphiques, il y a des explications très claires, très factuelles. Donc, c'est aussi pour un public qui, je dirais, est intéressé, qui est mort de science, quoi. C'est un peu pour tout le monde. Oui, Alors, c'est un peu un traité qui s'adresse au départ plutôt aux étudiants CAPES, agrégation, licence, master, aux autres scientifiques, mais tous les passionnés qui veulent en savoir plus, qui sont curieux de volcans, peuvent s'y jeter puis apprendre davantage, quoi. Donc le but, c'est d'apprendre à chacun, de transmettre. alors, Jacques-Marie, on peut vous retrouver aussi sur Internet, hein, parce que vous avez votre site web que vous alimentez très régulièrement, que tu alimentes très régulièrement d'ailleurs, parce qu'on ne va pas jouer la comédie. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir crapahuter à une occasion sur un volcan avec toi. C'était en Italie, sur l'île de Volcano. Donc, on se connaît un petit peu. Donc, dans la vie de tous les jours, on se tutoie. Donc là, on va pas faire semblant de se vous Ah voyez oui, c'est parce plus que simple, voilà. bien Voilà. sûr. Donc tu as un site web, pour le trouver, on ne va pas donner l'adresse en entier. Disons que simplement en tapant Volcan Mania sur Google, on tombe tout de suite dessus. Hein. Voilà, c'est un blog que j'alimente pas tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine. Bien sûr, j'ai annoncé ce Twitch. Et je raconte mon actu, l'actu de la Terre, l'actu des volcans,
mes coups de cœur, je m'interdis rien. Simplement, il n'y a jamais de coup de gueule, c'est que la bonne humeur. Alors, bon, on commence à avoir pas encore des questions, mais des coucous de nos internautes, Coperniciens. Bonjour à vous deux. Oui, Space, ben, qui était le bonjour à premier tous, bien connecté, sûr, c'est sympa. qui nous dit bonjour également. Molette qui colle, quel beau nom vraiment, Molette qui colle. Bonjour. Space parle de Daniel Bochen avec insistance. Alors, moi, je ne connais pas Daniel Bochen. Je ne sais pas si c'est un volcanologue également. D'ailleurs, est-ce qu'on dit volcanologue ou vulcanologue? Je crois qu'on peut dire les deux. On peut dire Euh, les deux. Donc, je ne connais pas Daniel, mais j'aurais plaisir à faire sa connaissance. alors peut-être que Space, tu peux nous dire un peu plus sur Daniel Bochen. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on est censé connaître, bon, un acteur des sciences? Je ne sais pas. Je suis sûr que d'autres commentaires vont arriver. Alors, Jacques-Marie, les volcans, on en parle régulièrement, mais on en parle régulièrement quand il y a des catastrophes. Nous-mêmes à Sciences et Avenir, moi-même, souvent je te passe un coup de fil quand il s'est passé quelque chose pour avoir un décryptage, pour savoir par exemple comment en 2019 sur c'était l'île de White Island en Nouvelle-Zélande, une île très touristique que toi-même tu connais, que tu as visité, mais une île toute petite, je crois qu'elle fait 2 kilomètres de diamètre. Des touristes ont été pris au piège et malheureusement une vingtaine d'entre eux sont morts pendant la catastrophe. Il y a eu aussi, quelques mois avant, c'était au Guatemala, je crois, le volcan de feu qui a fait une éruption terrible que tout de suite on a comparé à celle du Vésuve qui avait détruit Pompéi en 79 avant Jésus-Christ. Donc là aussi, tous les médias se saisissent de ces sujets-là et on parle des volcans à ce moment-là. Mais Jacques-Marie, les volcans, ça peut rentrer c'est actif tout au long de l'année. Et là, à l'instant où on se parle, il y a des volcans qui sont en éruption. Oui, effectivement, c'est un peu étonnant pour peut-être le public, mais il y a toujours une actualité mondiale des volcans, parce qu'il y a 1550 volcans potentiellement actifs sur les continents, et en permanence, il y en a toujours entre 5 et 10 qui sont en éruption, en activité. Donc, quand on prévoit un événement médiatique longtemps d'avance, on me dit, bah, peut-être il y aura une éruption, ce qui boostera un petit peu l'intérêt. Je leur dis, vous inquiétez pas, il n'y en aura pas une, il y en aura 5, voire 10. Alors, Donc aujourd'hui, quand on parle effectivement, donc on va un petit peu en faire Valentin un va peu le pouvoir tour nous de mettre l'occasion. une petite séquence vidéo parce qu'on a justement des images qui ont été tournées. Enfin, c'est les images d'une webcam qui sont installées au niveau du sommet de l'Etna, ce volcan en Sicile. Et avec ces images, on voit que ce volcan italien, il fait il y a une activité, il se passe quelque chose en ce moment. On voit des fumées, des fumerolles, je ne sais pas comment les qualifier précisément. Jacques-Marie, je pense qu'on va voir les images. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur l'Etna? Oui, alors effectivement, déjà savoir qu'il y a des webcams, donc les internautes passionnés peuvent suivre en direct l'activité des volcans du monde. Alors bien sûr, il faut tenir compte du décalage horaire. L'Italie, c'est à peu près comme la France au niveau horaire, mais quand c'est au Mexique ou quand c'est en Indonésie, c'est parfois au milieu de la nuit. Alors en fait, l'Etna, c'est le plus grand volcan d'Europe, faut le savoir. Il fait 50 km de diamètre et 3300 mètres de haut, donc il a enneigé, c'est ce qu'on voit sur la webcam, il a enneigé et par intermittence, en ce moment, il projette des bombes incandescentes, même parfois des fontaines de lave, et il libère des petites coulées de lave depuis un des cratères sommitales, qui est le cratère sud-est. Il faut savoir qu'il y a 3 cratères au sommet de l'Etna, et c'est le sud-est qui est en éruption de façon intensive, et donc le soir, ces panaches blancs se teintent de rouge, parce qu'il y a de la lave dans le cratère, qui est pas loin, qui émerge parfois, et donc depuis Catane, on a des très belles vues, on a un feu d'artifice magnifique, on voit cet Etna qui est un petit peu le sentinelle de la Sicile, qui domine Catane. Alors actuellement, cette éruption, elle est belle, elle n'est pas dangereuse parce que sommitale, 3300 mètres, donc c'est loin des habitations, loin des villages, loin de Catane. Parfois, l'Etna a fait dans le passé des éruptions latérales, donc beaucoup plus basses, et bien évidemment, si la lave part de 1500 mètres d'altitude, elle peut atteindre des villages, et elle a parfois atteint Catane. Et dans Catane, il y a des traces de coulées de lave anciennes pétrifiées du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. Alors donc, l'Etna est en éruption. Le Stromboli à côté, donc dans les îles éoliennes, est toujours en éruption, mais là, il est plutôt en forme. Il a fait également des belles vues qu'on a vues sur les webcams aussi. Donc en Italie, les volcans sont en éruption.
On peut citer le Pacaya au Guatemala, qui est un volcan lavique, un volcan qui fait une éruption rouge, donc projection de bombes, coulée de lave. Le Pacaya est très actif. Alors, il y a un autre. Tu vas nous montrer peut-être quelque chose. Alors, j'en profite pour dire qu'on a la réponse à notre question. Là, le monsieur Duchesne, là, apparemment, c'est le grand-père de notre internaute et qui a dit, qui a fait beaucoup de pubs sur toi, Jacques-Marie. Alors, il Bon, dit, bah, c'est sympa. j'espère Bah, que. écoute, merci au grand-père, merci au petit-fils et merci à toute la famille. C'est super gentil. Alors, il y a d'autres questions qui sont passées, mais c'est allé trop vite, j'ai pas vu. Ah oui, il y avait une question amusante quand même. C'est est-ce qu'il faut avoir un nom qui finit en F pour être volcanologue, puisque Ouais, évidemment. ça c'est un clin d'œil sympa, effectivement. Bah, c'est bien sûr en référence à mon maître spirituel Arun Taziev. Donc c'est vrai que moi je trouve que j'ai un nom russe parce que j'ai un grand-père qui est né à Saint-Pétersbourg. Donc j'ai un nom russe, effectivement. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que au niveau des médias, quand j'étais jeune volcanologue, les journalistes disaient, ben, avec un nom comme ça, il doit être sérieux. Et donc c'était pour moi super. Et en plaisantant, je dis toujours qu'avec un nom pareil, je pouvais être soit sauteur à la perche, soit volcanologue. À la perche, j'ai passé 2 mètres, mais c'est pas suffisant. Donc j'ai fait du volcan. Alors, Arun Taziev, bon, c'était un très très grand volcanologue qui est décédé maintenant, ça fait peut-être bien 30 ans, mais on en a reparlé sur les réseaux, on en reparle assez régulièrement parce qu'il y a une vidéo de lui qui tourne assez régulièrement dans un débat télévisé, une vidéo qui a dû être tournée, donc pour le coup, il y a 40 ans et qui est assez étonnante à voir parce qu'il a un discours où il décrit exactement le diagnostic que l'on fait aujourd'hui du dérèglement climatique. Et il le fait devant d'autres interlocuteurs, dont Cousteau d'ailleurs, qui est extrêmement dubitatif et qui le prend de haut par rapport à un constat, par rapport à un état des lieux qui est singulièrement émis en avance parce qu'il est précisément celui d'aujourd'hui. Donc si vous tapez Arun Taziev sur YouTube, à tous les coups, vous allez tomber sur cette vidéo qui est très intéressante. Il y a des questions qui tombent là sur. Alors, on reviendra à notre sujet qui est l'actualité des volcans. Hein. D'ailleurs, peut-être que Valentin, tu peux préparer l'image où on voit le lac de lave à Hawaï. Mais on a un internaute là dont je ne vais pas dire le pseudo parce qu'il est décidément extrêmement compliqué. Je ne sais pas s'il a laissé tomber sa tasse à café sur son clavier. Il nous dit bonjour, pouvez-vous parler des champs flégréens en Italie? Où en est la situation là-bas? Oui, effectivement, puisqu'on parle de l'Italie, les champs flégréens, donc c'est près de Naples. Hein. C'est un volcan important. Enfin, en fait, c'est plutôt une caldeira, c'est-à-dire en fait c'est un cratère d'effondrement avec des solfatares, des libérations de fumerolles, de sources chaudes, et c'est vraiment dans la ville quasiment. Et ces champs flégréens ont fait dans le passé des éruptions très importantes, et il s'agit de toujours, et notamment ça se traduit par le fait qu'il y a souvent des mouvements du sol. Le sol, il monte et il descend de plusieurs dizaines de centimètres, non pas à l'échelle de l'année, mais à l'échelle de chaque année, il bouge de quelques centimètres. Donc, on sait que le magma est pas loin en dessous. Il a fait des éruptions, on va dire, au XVIe siècle. Donc, ce champ flégréen est très surveillé par mes amis volcanologues italiens parce que, effectivement, il concerne Naples et sa région, quoi. Donc, c'est un voisin encombrant qu'il faut très surveiller parce qu'il a fait dans le passé des éruptions importantes et qui pourrait les refaire et qui surtout il bouge de façon palpable, donc on voit qu'il est vivant, le sol qui monte, qui descend, et dans la région à Puzzol on voit des colonnes d'un marché romain, des colonnes d'un temple romain qui sont perforées de coquillages. Donc ça veut dire que ce temple a été immergé puis est ressorti ensuite. Donc ce temple a été immergé de plusieurs mètres dans l'eau. Il y a d'ailleurs des photos qui ont été montrées. Il est remonté, il va redescendre. Donc c'est vrai qu'à Puzzol, on voit que le cœur de la terre bat. Alors, on a des questions qui tombent. Avant d'y répondre, Cédric 22400 et Hakim 90100, hein, je vous oublie pas, mais juste pour en finir sur l'actualité des volcans, Valentin, peut-être tu peux nous montrer ce lac de lave à Hawaï. Alors, c'est une vieille photo parce que c'est un phénomène qui est récurrent. Ça, c'est une photo que tu as prise toi, hein, Jacques-Marie. Voilà, ça c'est le lac de Qu'est-ce lave qu'on du y voit? Pouhou. Alors là, c'est un lac de lave dans les années 90, c'était au Pouhou, ce qui veut dire la colline de l'oiseau, c'est bien sûr au Kilauea à Hawaï. Hein. Donc on voit le cratère du Pouhou qui est rempli par un lac de lave qui fait environ 80 mètres de diamètre. Ce lac de lave, on voit, il bouillonne au centre, hein, il est tout jaune et il est recouvert un peu d'une croûte autour. Il fait donc 1250 degrés. Hein. C'est de la lave en fusion, c'est un phénomène exceptionnel, spectaculaire. Et puis quand on est là, ben, on est au bord de l'enfer. Au bord de l'enfer. Alors, Assirem RDS nous dit c'est magnifique. C'est vrai que c'est très très beau. Encore dans l'actualité des volcans, là c'est une vidéo, Valentin, qui montre un dôme de lave visqueuse
Les images sont assez étonnantes à voir. Jacques-Marie, ça se passe où? Alors, je vois pas l'image pour l'instant, mais c'est la soufrière de Saint-Vincent qui est en éruption aussi. Alors, la soufrière de Saint-Vincent, je suis très attaché parce que ça a été un des premiers volcans que je suis allé voir en éruption. C'était en 1979. Je commençais ma thèse d'État sur les nuées ardentes et j'avais été envoyé là-bas par le CNRS. Et j'y ai retrouvé Katia Kraft, qui était une dame volcanologue célèbre. On est devenus amis à ce moment-là d'ailleurs. On a passé presque un mois ensemble au bord du volcan, avec Georges Boudon, qui a également été un ami. Et donc, il y a eu des nuées ardentes, donc des éruptions très explosives. Il a fallu évacuer. Voilà les images. Voilà les images qui arrivent. Il a fallu évacuer des 17 000 personnes. Et après les nuées ardentes, un gros dôme s'est mis en place, un dôme de lave visqueuse qui faisait 800 mètres de long. Donc, ce dôme de lave, on le voit très bien. Maintenant, il est recouvert de végétation. Donc là, ce qu'on voit sur la photo, on voit le cratère de Saint-Vincent et au centre, un dôme couvert de végétation. C'est le dôme que j'avais laissé en 1979. Et depuis la fin de l'année, depuis le 29 décembre 2020, un petit dôme est en train de se mettre en place, visqueux aussi. Alors lui, il est sombre, on le voit bien sur la photo. Donc ce volcan, ce petit dôme, il se met en place où il peut. Donc il n'a pas beaucoup de choix. Donc il se met en place entre le gros dôme et le bord du cratère. Mais cette photo, elle a déjà quelques jours. Depuis, le dôme, il grossit. Il fait 500 mètres de long, 200 mètres de large et 93 mètres de haut. Donc en ce moment, il est en train de pousser le vieux dôme, de pousser les parois. Et mes collègues volcanologues craignent que peut-être il fasse ébouler un flanc du volcan. Donc c'est suivi de près, c'est une éruption qui n'est pas dangereuse au sens où elle n'est pas explosive, elle est effusive, mais comme il y a beaucoup de lave, que ce dôme joue des coudes, il faut surveiller son agissement parce qu'il pourrait effectivement provoquer des instabilités. Alors, cette problématique de comment réagir quand un volcan est actif, quand il entre en éruption, ça colle avec une question là qui est tombée, bon, qu'on voit plus parce que ça a déroulé. Un des internautes disait, est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui d'empêcher qu'un volcan entre en éruption quand c'est le moment? Je veux dire, on ne va pas lui mettre un bouchon sur le trou. Oui, c'est une question qui mérite d'être posée. Alors, la réponse est non. Parce qu'il faut savoir qu'un volcan qui fait une éruption, c'est vite des énergies qui correspondent à des milliers de bombes atomiques. Hein. Donc, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'inversement, on se pose la question, en disant, en ce moment, on manque d'énergie. Or, ces volcans, ils gâchent, on va dire, un peu bêtement d'énergie. Y aura-t-il pas moyen de les capter? Alors, pour l'instant, on ne sait pas faire. Par contre, c'est une question intéressante parce que, il y a 100 ans, il y avait un monsieur qui s'appelait Jules Verne qui avait pensé à des choses qui semblaient saugrenues à l'époque et qui sont devenues vraies 100 ans plus tard. Donc aujourd'hui, on peut penser d'arrêter une éruption, ça peut faire l'objet d'un roman qui serait un roman à la Jules Verne, qui n'est pas possible, mais ça pourrait s'envisager. Donc l'idée, ça serait de purger le volcan pour éviter qu'il fasse une grosse éruption, donc de le purger de temps en temps pour qu'il fasse plusieurs petites éruptions plutôt qu'une seule. On ne peut pas l'éteindre, ce volcan. Il a du magma qui est en dessous, qui est en fusion, qui est prêt à sortir, il y a des gaz, il y a de la pression. Mais si on pouvait de temps en temps le purger d'une éruption plus petite et surtout qui serait chronométré, on dirait voilà, ça serait tel jour, on dit voilà, on évacue les gens pendant une semaine, on crée une petite éruption, et puis une semaine après on revient, puis comme ça le volcan il est tranquille pendant 10 ans. Alors pour l'instant c'est de la fiction, mais c'est une volcanofiction qui peut-être dans 100 ans sera plausible. Donc la réponse pour l'instant c'est non, mais la question est intéressante, est ingénieuse parce que on y réfléchira et peut-être qu'un jour on aura une réponse. Maintenant, effectivement, moi, en tant que volcanologue, si un jour on dompte les volcans, c'est à double tranchant, bien sûr. Tu seras un peu déçu. Le bien-être des gens, il faut voir ça en priorité, mais c'est vrai que la nature aussi a ses droits, il faut aussi un peu la respecter. Donc, c'est pas si simple. C'est des questions d'éthique aussi qui sont pas si simples.